Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo, je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Esoteria Destinée, écrit par Julien Zavadka Pigot. C'est notre premier live sur cette œuvre, c'est une toute nouvelle lecture que nous débutons ce soir. Je suis très heureux, je suis enchanté de faire ces lectures, j'ai hâte de fou. Surtout que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de lecture. Mais il y a beaucoup de raisons de faire la fête ce soir. On va en parler dans une petite intro. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Je parle pendant 10-15 minutes, déjà pour vous mettre au courant de certaines choses, mais aussi pour que les gens qui voudraient à tout prix suivre la lecture en live aient le temps d'arriver, qu'ils reçoivent leurs petites notifications, tout ça, tout ça. Et puis ensuite, j'entamerai la lecture avec le prologue, avec le chapitre 1. Et je pense que pour aujourd'hui, pour se remettre en jambes, pour un peu plonger dans le bain, on va s'arrêter sur seulement le prologue et le chapitre 1, voir combien de temps je mets à les lire déjà, et puis voir si ça fait un live pas trop long. Je suis très heureux, très excité, très exalté en fait de faire ce live, parce que ça fait longtemps que j'ai pas live, ça fait longtemps que j'ai pas live de lecture et ainsi de suite. Enfin, il y a trop de choses qui entrent en ligne de compte. Mais toujours est-il que je suis très hype et je veux ménager ce sentiment. Donc, je vais essayer de ne pas m'épuiser à faire des lives trop longs et à me dégoûter, entre guillemets, de l'exercice. Bon, le mot dégoûter est un peu fort, mais en tout cas me lasser. Donc voilà, là j'ai vraiment l'envie, j'ai vraiment la motivation, j'ai vraiment le plaisir de vous retrouver. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci à ceux qui sont là sur le live. Charline, Sarah Drew, merci de me rejoindre. Ça fait extrêmement plaisir. Et puis, j'ai hâte de passer ce petit moment en votre compagnie. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, n'ayez crainte, vous pouvez passer l'introduction, vous pouvez passer également les pauses que j'effectuerai dans ma lecture, et aller directement là où bon vous semble, grâce aux timecodes qui sont disponibles et dans la barre de lecture de la vidéo, et dans la description de la vidéo. Voili, voilou. Merci Miari Laura de nous rejoindre et merci pour ton 19e mois d'abonnement, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Et du coup, tu passes faire un petit coucou en coup de vent, c'est gentil. Merci beaucoup, je te souhaite une bonne soirée également Miari. Du coup, pas mal de sujets à évoquer ce soir, je vais essayer de faire assez vite et je vais resserrer assez rapidement sur Esoteria Destinée puisqu'il y a une petite histoire derrière la lecture que je m'apprête à entamer avec vous. Mais d'abord, merci à... Donc déjà, merci à Miari pour le sub, hein, voilà, je le répète. Merci également à OCM, Papipom, Jotamus et Kabedine d'avoir follow pendant que j'étais en off, puisque avec tous ces follow, on arrive à 499 follow sur Twitch, donc on en est à un follow d'arriver aux 500, ce qui est quand même un beau chiffre, un beau nombre. Ça me fait grave plaisir. Donc déjà, c'est une petite raison de faire la fête. On a une plus grosse raison de faire la fête, qui est tout simplement que depuis le dernier live, on a atteint les 3000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc, je ne me répéterai jamais assez, mais comme d'habitude, je vous dis à tous un grand merci, à tous individuellement si je le pouvais. Mais vraiment, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Plus qu'un pour les 500, exactement, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Enfin bon, bref, je suis déjà très heureux, et notamment les 3000 sur YouTube, j'avoue que ça m'a fait un petit quelque chose. Ça m'a fait vraiment plaisir. Euh, Encore une fois, j'ai donné une comparaison qui n'a pas grand sens, on en conviendra tous, mais je sais pas, moi, c'est ce genre de phrases qui me font prendre conscience de certaines choses, et dans ma tête, ça a fait une petite explosion où je me suis dit, putain, c'est fou. C'est comme si, je crois que c'était pendant 8 ans, non, j'ai dit de la merde, c'était 5 ans, je crois, je sais plus. Je l'ai écrit dans le post où je fêtais le fait que j'avais 3000 abonnés, mais c'est comme si pendant 5 ans, je crois, j'avais une personne par jour qui s'abonnait à moi, et du coup, je le prends comme une personne par jour qui me dit ah bah j'ai bien aimé ce que tu fais, ça vaut le coup. Et du coup, je trouve que, vu de cette manière, je trouve ça hyper impactant en fait. À titre personnel, m'imaginer qu'une personne qui m'est étrangère par jour me dise ah bah c'est bien ce que tu fais, je trouve ça hallucinant. Donc encore une fois, merci beaucoup. Je suis plein de gratitude. Voilou voilou.
Qu'est-ce que j'allais dire ensuite? Donc déjà, ça c'est la fête. Ensuite, la dernière lecture que j'ai fait remonte à maintenant quelques mois, je pense. En tout cas, un gros mois minimum. Il s'agissait de 1984, écrit par George Orwell. C'était une très bonne lecture d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié. Et ensuite, je suis parti sur un truc un petit peu spécial, puisqu'il était à la frontière entre le jeu de rôle et le livre, et la lecture. C'était en quelque sorte un livre dont vous êtes le héros, puisque c'était un livre dont vous êtes le Billy, avec La forteresse du chaudron noir, écrit par Bob Lennon et David Kuhn. Donc ça a été une super expérience aussi. J'ai beaucoup apprécié vous proposer ça et faire ça en votre compagnie. Comme je l'ai dit à la fin de l'aventure, je pense que si dans le futur j'acquiers le tome 2 avec un prochain crowdfunding de Bob Lennon, eh bien tout simplement il y a de fortes chances que je le fasse en live si toutefois dans ce futur hypothétique je fais encore des lives. Donc du coup, j'avoue Sarah, que 1984 était une ambiance assez pesante, mais c'était vraiment très bien écrit et vraiment très intéressant. Et du coup, justement, avec Bob Lennon, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus presque cartoonesque, beaucoup plus haut en couleur, etc., grandiloquent même. Aujourd'hui, on va retourner sur un univers un petit peu plus sérieux, mais qui garde cette part d'aventure, cette part de magie, puisqu'on va se plonger dans l'univers d'Esoteria. Julien Zavadka-Pigo, ça vous dit peut-être quelque chose. Il s'agit en vérité, je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure, il s'agit en vérité du nom et du prénom de l'auteur, mais l'auteur qui est-il? Vous le connaissez peut-être si vous suivez mes lives, il s'agit de Mirani, de la Mira TV. Donc voilà, il a une chaîne YouTube, il a une chaîne Twitch, il a des réseaux sociaux en pagaille. J'essaierai d'y penser, il faut que je mette tout ça dans la description de la vidéo à la rediffusion, ça serait cool. Et donc, il a commencé à bâtir, notre ami Mirani, qui est l'un de mes meilleurs amis, il a commencé à bâtir un univers du nom d'Esoteria. Et là, pour ceux qui sont là depuis le plus longtemps, vous savez que Mirani avait écrit autre chose que j'avais déjà lu en live. Il avait écrit... Hop, il avait écrit Chimère Héritage, que je vous montre ici. Et en fait, Chimère Héritage, c'est un peu le tome 1 d'Esoteria Destinée. Je vous explique la logique de la chose. Julien a écrit Chimère Héritage il y a de cela pas mal de temps, puisque je l'ai personnellement lu en live il y a de cela 5 ans. Je crois que j'ai regardé tout à l'heure, c'était 5 ans. Donc c'est hallucinant, pareil, ça m'a refait ça m'a refait un brainfuck de l'apocalypse. Déjà 5 ans. Donc on avait lu ça en live. Et puis, avec le temps passant, Julien a changé un petit peu son univers, a un petit peu fait évoluer son univers. Et donc, au fur et à mesure, le projet ne s'est plus titré Chimère de point héritage, qui était censé être le tome 1, mais c'est nommé Esoteria. Donc en fait, je pense que, pour clarifier les choses, Chimère devient Esoteria, et du coup, Chimère Héritage devient Esoteria Héritage. Voici l'ouvrage en question qu'il m'a envoyé en toute gentillesse, merci l'ami. Donc ça c'est le tome 1 qui a vu quelques ajouts, il me semble, quelques modifications, on en a parlé un petit peu, il m'a dit qu'il y avait 2-3 choses qui avaient changé, pardon. Mais grosso modo c'était surtout une nouvelle mise en page, des corrections orthographiques, et surtout, vous le voyez, une nouvelle couverture qui est très très jolie. Avant on avait l'Ouroboros, il me semble que c'était ça le délire. Maintenant on est sur la map de l'univers, et l'auteur nous rejoint d'ailleurs dans le chat. Coucou Mirani, ça fait plaisir de te voir, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Faites une hola d'honneur, ça se dit pas. Faites une et d'honneur et une hola pour l'auteur de ce bouquin. De ces bouquins d'ailleurs. Donc voilà, Esoteria Héritage, grosso modo, c'est un peu ce que je vous ai lu. Si vous voulez donc avoir le tome 1, sur ma chaîne YouTube, vous allez dans l'onglet Playlist, vous cherchez « Et si on lisait 3 petits points Chimère Héritage », vous le retrouverez sans problème. Donc ça, c'était déjà très cool. En plus, les nouveaux visuels, je dois l'avouer, sont vraiment sympathiques, sont vraiment de très très bonne qualité. Je le cite d'ailleurs, je sais que ça lui fera plaisir.
L'illustration principale est de Clément Princic, j'espère que je le prononce bien. Encore une fois, je mettrai tous les réseaux sociaux, Instagram, etc. dans la description de la rediffusion si j'y pense. N'hésitez pas à m'y faire penser si je n'y pense pas. D'ailleurs, je peux vous montrer que la map, elle est vraiment jolie. Vous l'aurez pas en qualité absolue à la webcam comme ça, mais elle est vraiment, vraiment jolie, vraiment très bien travaillée, je trouve. J'aime beaucoup notamment les couleurs que je trouve mucho bueno. Bref, et donc, de ce chimère héritage est né Esoteria héritage. De cet Esoteria héritage est née la suite, Esoteria destinée. Donc c'est ce qu'on s'apprête à lire ensemble. Je pense, Mirani pourra me contredire ou confirmer, je pense que vous pouvez plonger avec moi dans la lecture d'Esoteria destinée sans avoir lu Esoteria héritage et quand même prendre du plaisir, quand même kiffer. Pourquoi? Parce que de mon ressenti et de mes souvenirs de cette lecture, on est dans un univers d'aventure et de fantaisie qui justement met l'accent sur le sentiment d'aventure et de voyage. C'est-à-dire que c'est pas tellement la finalité, peut-être me trompe, hein, peut-être c'est pas ce qu'a voulu faire Mirani, en tout cas c'est mon ressenti. C'est pas le but du voyage, c'est pas tellement la finalité qui a un intérêt, mais c'est plus le voyage en lui-même. Et je dis ça notamment aussi par le fait que je me rappelle qu'il y a eu pas mal d'aventures subsidiaires, qu'il y a eu pas mal d'aventures liées au personnage intimement. Et voilà, on n'a pas hésité à faire des petits crochets pour aller voir un petit peu autre chose de temps en temps dans l'histoire. Donc voilà, je pense que vraiment vous pourrez kiffer Esoteria Destinée et suivre la lecture sans savoir complètement tous les événements d'héritage, même si forcément héritage donnera un éclairage supplémentaire, on est d'accord là-dessus, je pense. Voilà, c'est ça. On est d'accord, Virani, pour profiter à 100%, il faut avoir lu le premier. C'est évident, c'est sûr. Et comme le dit Sarah Drew, la rediff est sur YouTube, donc vous n'avez aucune excuse. D'ailleurs, je mettrai également les liens pour que vous puissiez commander sur Amazon. Donc du coup, vous avez disponible dorénavant sur Amazon dans la boutique de Julien Esoteria Héritage, tome 1, Esoteria Destinée, tome 2, et un tout nouveau qui est sorti très très récemment qui s'appelle Esoteria, enfin qui est dans l'univers Esoteria mais qui est un peu un spin-off et qui s'appelle Elisabeth. Reprends-moi si je dis des bêtises, Mirani, encore une fois. Et j'ai l'impression qu'on part sur une histoire peut-être un peu plus horrifique ou en tout cas un peu plus gothique au sens littéraire du terme. Donc voilà. Voilou. J'essaie de pas me perdre et j'essaie de ne pas vous perdre. Est-ce que j'ai été à peu près concis et est-ce que j'ai tout dit? Je pense pas avoir tout dit, mais forcément ça va être compliqué de tout vous dire. Pour vous resituer, deux, trois petits éléments rapides qui pourraient vous aider à entrer avec moi dans l'histoire. Je vous rappelle que on suit les aventures d'un équipage, donc on est un peu sur un délire pirate. D'ailleurs, moi, c'est ce que je disais hein, en parlant de la saga de Mirani. Je pense que si vous appréciez l'aventure, si vous appréciez le jeu de rôle, si vous appréciez les pirates, si vous appréciez la construction d'univers de World of Warcraft ou d'autres jeux de ce style, je pense que c'est le genre de bouquin qui va vous parler. Parce que je retrouve vraiment ces fibres-là. Alors, certes, Mirani est l'un de mes meilleurs amis, donc on pourrait se dire que mon avis est un petit peu biaisé, mais si je me permets d'en faire la lecture en live, déjà c'est parce qu'il me l'a demandé. Merci beaucoup Mirani de ta confiance là-dessus. Et ensuite parce que bah, je trouve des vraies qualités et si j'essaie de prendre la chose objectivement, je trouve qu'il y a vraiment un style, une plume, qu'il y a vraiment une histoire, des structures intéressantes, etc. Donc je vais pas... comment dire, j'ai forcément un avis biaisé, bien entendu, mais je considère que c'est au niveau, si on peut dire. Je considère que je le fais en live, c'est que je le valide. Si je le validais pas, je le ferais pas en live. D'autant plus que, du coup, vu qu'il y a eu quelques changements sur le tome 1, et que ça fait 5 ans que j'ai lu le tome 1,
j'ai pris le temps de relire le tome 1 avant de vous proposer la lecture du tome 2. Donc voilà, j'ai eu le temps de me réimprégner un petit peu de l'histoire et encore une fois, bah voilà, de revalider le fait que je le faisais en live et que ça avait des vraies qualités en tant que tel. Voili, voilou. Hum, Ok, je suis mal dans un seul roman, regrouper tous les trucs que j'adore, se retient pour ne pas aller les acheter. Bon, c'est cool de voir de l'enthousiasme là-dessus, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bonsoir Chassoad, ça fait plaisir de te voir, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Et du coup, Mirani qui nous explique un petit peu la démarche du dernier livre qui se nomme Elisabeth. L'univers d'Esoteria est aussi un jeu de rôle papier, joué donc par des joueurs en chair et en os. Elisabeth raconte l'histoire du personnage du même nom qui est joué par une amie du groupe. D'accord, c'est donc ça l'histoire derrière, enfin le lore derrière la construction de cet ouvrage. Ça me semblait bien aussi. Je savais que c'était tiré d'un jeu de rôle, du coup l'univers Esoteria, que tu avais développé ça en jeu de rôle et tout, mais j'avais pas le détail à ce point. Ok, intéressant, grave intéressant, hâte de voir. Donc voilà, je pense avoir fait tous les avertissements possibles et imaginables. Je pense qu'on arrive à une introduction qui commence à être un chouïa longue. Donc, je vous rappelle encore une fois, brièvement, deux, trois petits éléments pour vous aider. On est avec un équipage de pirates qui est sur le Cyriella étant un bateau. Donc voilà, je le précise, leur navire. Le chef, en quelque sorte, de l'équipage est Joseph. Attention, spoiler énorme du tome 1. Joseph qui meurt dans les dernières pages du tome 1. Euh, Joseph a recruté deux seconds. Donc les seconds de Joseph sont le personnage de Finn et le personnage de Ciri. Finn est un homme plutôt, je dirais, plutôt sage, plutôt calme, qui a un attrait pour la magie, j'ai l'impression, et un attrait aussi pour l'aventure, a priori. On a également Ciri, du coup, qui est une femme plutôt guerrière, plutôt douée à l'épée, qui a fait partie du cercle de fer, le cercle de fer qui règne enfin, qui règne, peut-être pas qui règne, mais en tout cas tukutukutum, qui est une organisation de cet univers, voilà, qui est un petit peu sévère, on va dire. Et donc Ciri s'est un petit peu échappé de ses devoirs envers le cercle de fer de par sa famille et ainsi de suite. Bref, je ne vais pas aller trop dans le détail non plus, d'autant que je ne sais pas si je saurais vous le restituer dans son intégralité. Mais voilà un petit peu où se situent les personnages principaux, je dirais. En autres personnages principaux, on a vu aussi se développer Julie. Julie qui est donc la fille du capitaine, la fille de Joseph et qui entretient une romance dorénavant avec Finn. Et bah voilà, là-dessus, je pense avoir à peu près resitué les personnages principaux, resitué l'intrigue principale. L'intrigue principale, d'ailleurs, du coup, c'est ce que je disais, il y a ce sentiment d'aventure et ce sentiment de hop, 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 on va partir dans des petits détours, faire une quête annexe, entre guillemets. Moi, c'est comme ça que je le vois, encore une fois, avec cet aspect jeu de rôle, sur bah, par exemple, le passé de Ciri. On va faire un focus sur le passé de Ciri et ainsi de suite. Donc voilà, il y a tout ça dans le tome 1. On a eu aussi des moments qui, pour le coup, s'éloignaient de la fantasy pour presque devenir de la science-fiction. Donc voilà, c'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a différents tons. On est dans l'aventure feel good, mais il y a aussi des moments beaucoup plus sérieux, il y a aussi des moments beaucoup plus tristes, il y a aussi des moments plus dramatiques, d'autres plus tragiques. Donc voilà, il y a quand même une palette assez fournie. Donc c'est plutôt très agréable, j'aime beaucoup. Et puis voilà, je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour situer vaguement, encore une fois. Si vous voulez le détail, je ne saurais trop que vous conseiller soit d'acheter le tome 1, soit de vous référer à la lecture du tome 1, et si on lisait Chimère Héritage sur ma chaîne YouTube. Bien. Mirani, est-ce que tu vois quelque chose d'ultra important que j'aurais omis et qu'il faudrait rappeler avant le tome 2? On peut dire qu'ils sont toujours sur la quête du fermoir de la déesse. Donc du coup, ils sont en train de se renseigner sur ce qu'est le fermoir de la déesse exactement, sur comment le reconstituer, puisqu'il y a des mythiques pierres à rassembler, si je ne dis pas de bêtises. Là, je prends la quatrième de couverture pour m'aider. Euh,
Donc voilà, ça va être aussi une course, un petit peu, une course entre le cercle de fer et l'équipage du Ciri. Et là, pour ces fameuses pierres, cette fois-ci, je pense avoir fait un gros tour pour le coup. Bonsoir Papy Pomme et merci pour ton sub Prime, c'est ultra gentil de ta part, merci beaucoup. Ça soutient à fond les ballons. Et en plus, tu m'as fait un commentaire tout gentil, on a parlé vite fait. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir de voir de nouvelles têtes. De nouvelles têtes et d'anciennes têtes sur ce live. Quel plaisir. Bref, c'est la plus grande puissance organisée, le cercle de fer. Ils veulent tout coloniser en gros. Merci pour la précision, Mirani. Et je suis heureux que ça te fasse plaisir. Bref, cette fois-ci, j'ai fait vraiment une intro beaucoup trop longue, mais vous savez que j'ai la fâcheuse tendance à beaucoup bavarder. En plus, là, ça faisait longtemps que j'avais pas live, je crois que ça faisait 18 jours. Donc forcément, j'ai trop de choses à vous dire. Je suis trop exalté, trop excité. On va pouvoir se lancer. Mirani qui nous rappelle également, dans les intrigues importantes, Ciri a perdu sa petite sœur à cause de son frère, gros enjeu émotionnel pour elle. C'est vrai. Joseph, le capitaine du navire, semblait être de la même famille que James, le chef du cercle de fer. Et il continue en effet la quête du fermoir en fil rouge. Très bien, merci Mirani pour le recadrage. Euh, Merci beaucoup Papy Pomme, et bah, encore une fois, ton message me comble d'aise, m'emplit le cœur. Merci beaucoup pour tes commentaires positifs et pour ton sub. C'est très gentil. Bien, Esoteria Destinée, on s'y met ou quoi? J'ai trop parlé, j'essaierai de faire plus court lors de la pause. Et pour ceux qui sont pas contents, en rediffusion, il y a des timecodes, bordel de merde. Bref, j'ai l'impression de le répéter à chaque fois et qu'il y a encore des gens qui se plaignent et je suis en mode mais putain, mais qu'est-ce que tu fais? Bref, voilou. On est parti, sachant que pour commencer, on a donc la fameuse carte que je vous ai montrée plus tôt. On a les réseaux de l'auteur et de l'illustrateur que je remettrai dans la description de la vidéo sur YouTube. Et puis, avant même le prologue, on a un petit texte de préambule, du paratexte, comme on appelle ça, que j'ai lu pour me chauffer et me mettre en jambe, et qui me plaît beaucoup. Donc on va commencer par la lecture de ça, ensuite je lis le prologue, et je ferai une pause entre le prologue et le chapitre 1. Ensuite on lira le chapitre 1, et ensuite ça sera la fin du live d'aujourd'hui, puisque, comme je vous le disais, je m'y remets doucement, et puis on est un peu en phase de... Comment on appelle ça? De tâtonnement, c'est pas tellement le mot que c'est pas tellement le mot que ce n'est pas tellement le mot que je cherche. Waouh. On est en phase de jaugeage, de savoir combien de temps je vais mettre pour lire combien de pages. Voilou. Là, je suis tout excité et en même temps ça fait 1000 ans que j'ai pas fait ça, du coup je suis trop stressé. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause les amis. Esoteria Destinée, écrit par Julien Zavadka-Pigault. Extrait du conte des jeunes déesses, origine inconnue. À quoi joues-tu, petite sœur? Je joue à la vie. Oh, quelles sont les règles? Il n'y en a pas. Du moins elles changent sans arrêt. Et même lorsque tu crois avoir stoppé leur fuite, même lorsque tu crois les avoir saisis, tu finis par te rendre compte que tu avais faux, et que tout ce en quoi tu as foi n'existe pas. Qui accepterait de jouer à ce jeu stupide? Les humains? Je ne leur dirai pas qu'ils sont en train de jouer. Bien sûr, certains comprendront parfois la nature de leur existence, mais la très grande majorité sera incapable de l'appréhender. Impossible pour eux d'accepter qu'ils soient vains. Ils se mettront alors à inventer leurs propres règles, à croire en leurs propres mensonges pour se donner un but, un sens. Et ceux qui comprennent? Ils ne pourront jamais s'assurer de la véracité de leurs idées. Comme ceux qui inventent, d'ailleurs. Pour vérifier, il faudrait qu'ils meurent. Et lorsqu'ils sont morts, eh bien, ils sont morts. C'est terrible. Pourquoi es-tu si cruel? Pourquoi pas? Prologue. Le ciel entier se recouvrit de milliers d'étincelles aux couleurs chatoyantes,
L'explosion fut rapidement suivie par de nombreux cris d'émerveillement. La fête battait son plein. La grande majorité des habitants de Ferustitiam se trouvaient dans ces rues, alors que musique, boissons, spectacles, rires et danses se conjuguaient en un tableau de félicité. La fête du changement apparaissait comme la nuit de toutes les libertés et de toutes les folies pour le peuple. Le couvre-feu habituel était dispensé et le travail n'était pas obligatoire pour une journée entière. Bien sûr, dès le lever du soleil, la dure routine de labeur et de restriction reprenait, et chacun oubliait rapidement la joie et le soulagement que la veille leur avait procuré. Mais aussi fugitif que le moment pût être, tous en profitaient autant qu'il leur était permis. Même l'ensemble des gardes de la capitale, mobilisés pour surveiller ce rassemblement exceptionnel, trouvaient dans le lancement des feux d'artifice un vif divertissement. « Attention, reculez, reculez !» Le dispositif fusa dans les airs accompagné de son distinctif sifflement. Il se conclut brusquement en une nouvelle détonation sonore et lumineuse. La foule parcourant la grande rue hurla de joie. Installée en hauteur sur les toits, la troupe de garde dont faisait partie Tran était chargée, en plus du maintien de l'ordre si nécessaire, de lancer les feux d'artifice de la transition. La transition était un moment populaire de la fête, qui, à travers le passage d'une journée à une autre, symbolisait la prise de pouvoir du chancelier Haïdric et le début de l'ère de l'ordre et de la sécurité. L'un après l'autre, les hommes en armure prenaient plaisir à exécuter leurs tâches en buvant de grandes gorgées de nectar du Lyciane. Ce breuvage aussi sucré qu'alcoolisé était amené jusqu'à eux contenu dans des tonneaux par des aubergistes et taverniers, ravis de voir des figures d'autorité, même placées au bas de la hiérarchie, braver le haut de cette dernière en arrosant le moment. Tran, assis sur le bord du toit, les jambes dans le vide et observant la foule, riait de bon cœur à toutes les blagues de ses camarades. La boisson aidant sans nul doute à faire disparaître la pression des derniers jours passés à réaliser son métier. Les récentes mesures de restriction sur le pain ayant sérieusement entamé le reste de la patience du peuple, la fête arrivait à point nommé. Il s'agissait d'ailleurs du premier changement vécu par l'homme, en ayant le titre officiel de garde de fer. « Tran, ramène tes fesses, c'est ton tour de tirer !» Il se leva rapidement pour se rapprocher du lieu de lancement des explosifs, avant de prendre la parole. « Il va falloir que tu m'expliques correctement les choses, Polk. Si tu es aussi doué que d'habitude pour t'exprimer, il y a de grandes chances pour que je nous réduise en pièces. » La troupe s'esclaffa lourdement. Polk fit de son mieux pour expliquer la démarche, tout de même simple, de combustion de la mèche des dispositifs détonnants, afin de pouvoir continuer les festivités. Tran continua de plaisanter en feignant plusieurs fois de faire tomber le boute-feu que son collègue lui avait donné alors qu'il prenait la parole. « Tenez-vous prêts ?» Une énième explosion surgit. Le visage du garde blêmit. Ses yeux parcoururent plusieurs fois la fusée et l'objet qu'il tenait. Ce dernier brûlait toujours et la fusée était toujours en place. Tran porta alors son regard vers le reste de la troupe. La même confusion était lisible sur chacun d'entre eux. Une nouvelle explosion encore. Cette fois, les cris qui l'accompagnaient n'étaient plus de joie. « Vite! Aux armes !» Des bruits de pas précipités, accompagnés de cliquetements d'armure, se firent entendre dans le long couloir de pierre avant de s'éloigner. « C'est le moment, Joseph. Ça a commencé. »« J'espère que tout va bien se passer. Choisir cette soirée en particulier a de grandes chances d'augmenter le nombre de victimes collatérales. Nous ne visons pas le peuple. Nous voulons l'aider. » Sian tint les mains de son compagnon un instant, lui faisant comprendre d'un regard qu'elle partageait ses craintes et ses peurs. Elle n'avait pas de meilleure réponse à lui proposer. « Nous avons déjà discuté de tout ça. Le moment de choisir un plan est bien loin derrière nous. Joseph, nous avons attendu bien trop longtemps une occasion de le renverser. » Sian et Joseph tournèrent leur visage vers James, qui avait pris soin de tempérer le volume de sa voix pour que leur présence demeure inaperçue. Ce dernier ne pouvait empêcher son cœur de battre la chamade. Tout, cette nuit, devait être parfait. Le groupe continua sa furtive progression à travers le palais du chancelier. Comme prévu, les défenses de celui-ci étaient nettement réduites par le chaos qui s'installait en ville. Les longs couloirs s'enchaînaient, dans leur obscurité partiellement découpée par les quelques torches accrochées sur la pierre grise et par la lumière que produisaient les explosions extérieures. « Nous y sommes, c'est la porte de l'observatoire. Sian, nous te couvrons. » À peine ces mots prononcés, James recula jusqu'au dernier croisement que le groupe avait franchi. Sian osa prendre un instant pour regarder à travers l'une des meurtrières qui se trouvait sur sa gauche.
impossible d'y distinguer quoi que ce soit avec précision. La voix rauque de Joseph reprit. « Zalan, c'est exactement ce qu'il fait. Je suis certain qu'aucun d'entre nous ne s'est fait attraper. Mais il faut nous hâter. Si nous ne mettons pas rapidement la sphère sous notre contrôle, le vent pourrait tourner en notre défaveur. » La femme acquiesça et se tourna vers la porte qu'ils avaient atteinte. Cette dernière dénotait clairement de tous les autres accès, entrées et ouvertures que le groupe avait pu emprunter jusqu'alors. À la fois haute et large de plusieurs mètres, elle semblait être construite dans un bois très sombre, dont les teintes flirtaient avec un noir absolu. De gracieuses gravures la parcouraient de part et d'autre, palpitant calmement d'une douce lumière bleutée. Sian ferma les yeux quelques secondes. Ses cheveux se mirent à onduler, comme si une légère brise venait de se lever pour transporter la chevelure rousse de la magicienne dans une douce danse. Les paupières de celle-ci ne restèrent pas closes plus longtemps. Son visage affichait alors une détermination incontestable. Son regard luisit d'une couleur semblable à celle des palpitations de la porte. Un vrombissement profond s'éleva des murs et du sol. Ce qui n'était que brise sembla devenir tempête pendant un succinct instant. L'obstacle qui tenait le groupe encore à l'écart de l'observatoire gisait en miettes aux pieds de sa destructrice. Tu n'étais pas censé crocheter magiquement cette porte ? Combien de crochetages magiques as-tu vu jusqu'à maintenant, mon chéri ? Joseph sourit. Il tourna la tête vers James, dont la maigre silhouette surplombait deux corps en armure. Il n'était pas bon de croiser le fer avec les frères Dale, surtout lorsqu'ils avaient l'effet de surprise. D'un an le cadet de Joseph, James le rejoignit rapidement. Tous pénétrèrent l'observatoire. De tous les endroits typiques et symboliques de Ferustitiam, le palais du chancelier surplombant l'ensemble de la ville et du port était sans aucun doute celui le plus marquant. Symbole du pouvoir d'Aedric et du régime qu'il avait installé, il s'agissait d'une véritable forteresse capable d'accueillir suffisamment de troupes et de matériel pour tenir un siège de plusieurs années. Que ce soit la salle d'armes, les cachots, ou les quartiers dorés en passant par la salle du trône, le palais ne manquait pas de pièces iconiques dont l'existence était crainte et respectée pour une variété de raisons différentes. Cependant, un endroit en particulier attisait toutes les curiosités et les convoitises. Véritable temple de savoir interdit, l'observatoire n'était pas moins qu'une bibliothèque gigantesque renfermant tous les ouvrages jalousement gardés par le pouvoir. La colossale pièce était agencée en arrondissements, chacun spécialisé dans un thème précis. Science, art, langue, magie. Une vie n'aurait sûrement pas suffi à parcourir l'intégralité du contenu présent. Au centre de cet amas de savoir trônait une structure insolite composée d'assemblages de mécanismes en perpétuel mouvement autour d'une sphère métallique lumineuse. Sian frissonna. La sphère d'Arila Haak était à sa portée. Aedric s'en était servi depuis bien trop longtemps à son goût. Relique d'une époque oubliée, héritage d'une civilisation disparue, l'objet produisait en continu une énergie magique d'une intensité extrême. Elle incarnait aujourd'hui la source de la magie du pouvoir en place, à la fois batterie des défenses de Ferustitiam et marteau de la justice implacable de son maître. De nombreuses rumeurs circulaient quant à l'exactitude de son utilisation et des conséquences de celle-ci. Il était cependant quasiment certain qu'à son contact l'utilisateur avisé se voyait doté de l'omniscience partielle, un phénomène lui donnant conscience des événements se déroulant sur des kilomètres à la ronde, ainsi que du pouvoir de faire disparaître n'importe laquelle de ses cibles. La magicienne, au prix d'un considérable effort, tâcha d'oublier le savoir quasi infini qui dormait tout autour d'elle et courut vers la sphère. Un petit dispositif s'élevait du sol, présentant un symbole de main à sa surface. Au moindre souci, à la moindre incertitude, on arrête tout. Pardon, mauvais personnage. Au moindre souci, à la moindre incertitude, on arrête tout. Joseph, je suis prête. Si ce vieux dégénéré peut la contrôler, je le peux aussi. Sian posa sa main sur le symbole. Les cliquettements de la structure s'intensifièrent ainsi que la luminosité de la sphère. De nouveau, la chevelure de la nouvelle utilisatrice semblait planer dans les airs. Je vois. Tout. Le groupe de Zalan est encore dans la ville. La garde ne comprend absolument rien. Tous nos navires sont prêts à forcer le port. Les défenses de Ferustitiam. Je peux tout faire tomber, dit-elle d'une voix essoufflée. Parfait. Il est temps, Joseph. Le chemin pour la salle du trône est à quelques mètres. Sian, tiens autant de temps que tu le peux. Je vais tenir, James.
Oh que oui! La voix de la magicienne résonnait désormais dans les airs. Joseph suivit son frère et jeta un dernier regard à sa femme avant de quitter l'observatoire par un petit passage dissimulé par une étagère. Après quelques minutes de marche, le corridor humide et exigu, emprunté par les deux frères, déboucha derrière une immense tapisserie accrochée devant l'entrée de la salle du trône. Les portes de cette dernière demeuraient partiellement ouvertes. Désireux de ne pas perdre une seule seconde, James et Joseph hâtèrent le pas. « Halte! Vous ne ferez pas un pas de plus. » Visiblement, le répit accordé par la distraction créée par Zalan n'était plus d'actualité. L'homme qui venait de parler semblait le plus gradé d'une troupe de 5 gardes. Ce n'était qu'une question de secondes avant qu'ils puissent intervenir physiquement sur les deux frères. « Fonce, James, tu es le plus doué d'entre nous deux. Si le général est aux côtés de son maître, je ne donne pas cher de ma peau. Je m'occupe de ses gardes. » James hocha la tête en demeurant silencieux. Joseph perçut dans son regard quelque chose d'inhabituel. Il n'avait jamais été aussi sombre. 2 rangées de piliers traçaient une grandiose allée, décorée d'un tapis aux couleurs rouges et grises. Le feu des torches qui procuraient l'éclairage faisait danser les ombres de la pièce. Sur la gauche, de grands espaces vides dans les murs de pierre offraient une vision spectaculaire de Ferustitiam. Une fine membrane transparente, d'origine magique, séparait l'extérieur de l'intérieur. La situation en bas avait clairement dégénéré. Plusieurs incendies avaient démarré sur de grandes bâtisses. D'ordinaire prudent et à l'affût, il fallut plusieurs minutes à James pour repérer l'homme immobile qui se tenait devant l'une des ouvertures. Le frère de Joseph attrapa rapidement son mousquet rangé à l'arrière de sa ceinture. « Les frères Dale, il était très clair que vous alliez être une épine dans le pied et qu'il aurait fallu que je me débarrasse de vous dès que possible. » L'homme, toujours cloué sur place, marqua une petite pause, comme absorbé par ses pensées. « Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je dois avouer que vous êtes ingénieux, et particulièrement entêté. » Il toussa à plusieurs reprises. Enfin, il se tourna vers la personne à qui il s'adressait. « Je n'ai pas pu vous empêcher d'arriver jusqu'ici, et je suis assez lucide pour comprendre que ceci est ma dernière nuit. Cependant, je ne suis pas homme à se laisser abattre sans jouer mes cartes une ultime fois. » James écoutait. Il avait voulu rencontrer cette figure de pouvoir depuis si longtemps. Sa fascination pour celle-ci le retint d'agir tout de suite. « Il semblerait que l'aîné ne soit pas là, sûrement retenu quelque part. Et la magicienne aussi ? Le chancelier se mit à faire quelques pas en se grattant le menton. Le monologue continua. « C'est donc à James que revient la tâche d'abattre à Hydric, dit-il solennellement. Je ne t'opposerai aucune résistance. J'ai largement profité de la vie. J'espère simplement pour vous que vous connaissez le moyen de se déconnecter de la sphère d'Arilaak. » James frissonna. Hydric sourit. Avait-il senti que ces dernières paroles avaient commencé à déstabiliser son interlocuteur? Ce dernier ne trouva toujours pas de mots. Ses pensées filaient à toute allure. « Je suis heureux que tu sois correctement arrivé jusqu'ici. Je sais ce que tu penses de tout ceci, du pouvoir en place, du danger que représente le changement. Crois-tu pouvoir éduquer tout le monde? Protéger l'ensemble de notre race contre elle-même? Sans ordre établi, nous sommes destinés à la bassesse, l'impuissance. Toi comme moi sommes éveillés. C'est de notre devoir d'élever tous nos semblables. Sans maître absolu, sans direction, la masse que nous sommes devient ingérable, volatile, explosive. Tout doit être mené par une main de fer. Regarde les dernières erreurs de ton frère. Esclave de ses émotions, il vous a mené ici mal préparé, trop hâtif de me voir tomber. Votre mage va en payer le prix fort. Les émotions de tous, il nous faut les canaliser, les cercler, et je crois que tu peux très bien t'en sortir dans ce domaine. » « Qu'est-ce que ça veut dire ?» répondit finalement James sur ses gardes. « Tu le sais, au fond de toi. Tu l'as toujours su. Tu n'as jamais voulu laisser Joseph aller jusqu'au bout de ses idées. Et te voici devant l'opportunité de le réduire au silence, en plus de faire disparaître l'humaine la plus dangereuse que le monde ait connue. Te voici devant l'opportunité de tout contrôler, sans opposant. Le contrôle absolu, c'est ce que tu désires plus que tout, non ?» Quelqu'un entra dans la pièce en courant.
Le chancelier reprit, toujours calme, maîtrisant l'intonation de chaque mot, réfléchissant jusqu'à chaque inspiration. « Ah, mon général, merci de vos loyaux services, mais je crois que votre devoir envers le peuple de Ferostitiam et du monde qui l'entoure ne se terminera pas avec moi. Il vous reste encore du travail, surtout cette nuit. Quant à toi, James, choisis. Il n'est peut-être pas encore trop tard pour sauver ton ami après tout. Fuis, ou deviens ce que tu as toujours voulu être. Maintenant. » Les derniers mots d'Aedric furent tranchants, autoritaires. James leva son bras et pressa la détente. Le dernier arrivant dans la salle du trône se précipita vers l'assassin. Les paroles de ce dernier l'arrêtèrent. « Je connais l'emplacement de chacun de nos groupes, le nom de tous les bâtiments et structures que nous sommes en train de cibler, la position et le trajet de tous nos navires. » Le général jaugea son interlocuteur un instant. « Remettons de l'ordre dans cette ville, » répondit l'homme en armure aux couleurs de la capitale. Du coup, c'est le général, pardon. « Remettons de l'ordre dans cette ville, » répondit l'homme en armure aux couleurs de la capitale. Une broche en argent, attachée non loin de son épaulette et représentant un corbeau sur le point de s'envoler, refléta une explosion extérieure. À peine Joseph avait-il fini, non sans peine, de s'occuper des gardes du palais, qu'un nouveau groupe bien plus conséquent arriva par un escalier en colimaçon à l'opposé de la tapisserie qui cachait le passage vers l'observatoire. Le cœur de l'homme battait à tout rompre. Aucun autre choix ne lui parut possible. Il se prépara à charger la troupe ennemie, bien que conscient de sa très faible chance de survie. « Arrête-toi, Joseph. C'est terminé. » Le compagnon de Sian ne décrypta la situation que lorsqu'il vit le général des armées aux côtés de son frère. « James ? Non. Qu'as-tu fait ? » Ce qui devait être fait. Nous n'avons jamais eu les moyens de tes ambitions, de tes utopies. Sian est condamné. Tu n'as plus de raison de te battre. Joins-toi à moi. La totalité du palais se mit à trembler. De lourds vrombissements semblaient émaner depuis la direction de l'observatoire. Une grande partie des personnes présentes dans le hall de la salle du trône manquèrent de perdre l'équilibre. Les secousses continuèrent et s'amplifièrent. De larges fissures apparurent au plafond et sur les murs. Une partie de ceux-ci s'écroulèrent en produisant un épais nuage de poussière. Les derniers mots de James résonnaient dans la tête de Joseph, alors qu'il courait dans l'étroit passage caché. « Non! Non! Non !» Dans sa hâte, il manqua de chuter à plusieurs reprises. Enfin, après des minutes qui lui semblèrent interminables, il mit le pied dans l'observatoire. La majorité des livres et des objets présents avaient chu sur le sol. « Sian, enlève la main de ce truc, il faut qu'on parte au plus vite !» Une vive lumière émanait de la magicienne. Les yeux de Joseph mirent plusieurs secondes à s'y accommoder. La femme pleurait. « Joseph, je ne contrôle plus rien. L'énergie de la sphère s'emballe. Je ne vais plus pouvoir la contenir très longtemps. Ne bouge pas, je vais te... Reste où tu es, Joseph. Cette chose va t'anéantir. Oh, Joseph, je suis si désolé. » La voix de Sian était fragmentée par des sanglots. Un sifflement se fit entendre et s'intensifia rapidement. La magicienne fit un effort pour couvrir le bruit. « Je voulais t'en parler avant cette nuit, mais je ne voulais pas que tu t'inquiètes plus que nécessaire. Tu es déjà si affecté par tout ceci. Je te connais, Joseph. Tu aurais tout arrêté. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» ?»« Si cela nous arrivait un jour et qu'il s'agissait d'une fille, nous avions décidé de l'appeler Julie, n'est-ce pas ?»« Quoi ? Sian, depuis quand le sais-tu ?» Les innombrables étagères de l'endroit se mirent à chuter une à une. De larges blocs de pierre les suivirent depuis le plafond. Joseph voulut se précipiter vers Sian pour intervenir. « Non !» La voix de la femme résonna plus que jamais. Son interlocuteur fut projeté en arrière par une vague scintillante. « Ça te détruirait, Joseph. Reste à l'écart. Je vais utiliser toute cette énergie pour la protéger pendant que j'ai encore un semblant de contrôle. Veille sur elle. » Des parties entières de la pièce s'écroulèrent sur elles-mêmes à mesure que le vrombissement et les sifflements de la sphère gagnaient en force. Sian disparut totalement, recouverte d'une lumière si vive que Joseph fut forcé de détourner les yeux. Plusieurs flashs explosèrent. Un ultime sifflement se produisit. L'artefact magique se fissura avant d'éclater en multiples morceaux.
L'obscurité et le silence suivirent. Les sens de Joseph, totalement malmenés par les précédents événements, mirent un certain temps avant de s'habituer au changement soudain d'atmosphère. Un semblant de panique s'empara de lui. L'attaque de Ferustitiam, la trahison de James, la révélation de Sian. Une tempête de pensées assaillait son esprit. Un léger bruit aigu brisa le silence. Les pleurs d'un nourrisson. L'homme se releva tant bien que mal. Il plissa les yeux pour essayer de voir correctement. Par terre, là où se tenait sa femme il y a maintenant quelques instants, se trouvait un petit corps qui gigotait, désemparé. Par sa chétivité, il était facile de deviner que celui-ci avait été porté au monde trop tôt. Un élan de force et d'espoir parcourut Joseph. Il fallait qu'il sorte le plus rapidement possible du palais, avant que celui-ci ne s'effondre davantage. Peut-être que Zalan pouvait encore échapper aux gardes de la ville. Peut-être qu'il pouvait progresser jusqu'à un navire. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que les défenses de Ferustitiam étaient toujours baissées. Peut-être. Joseph fit un nouvel effort pour garder la maîtrise de lui-même. Il prit dans ses bras la nouvelle-née, les sanglots cessèrent. Julie avait les yeux bleus de sa mère. Et c'est la fin du prologue, les amis. Ce sera donc également la fin de la première partie de lecture de ce soir. Nous marquons une courte pause. Et du coup, je ne sais pas si tu es toujours parmi nous, FitzShiv, FitzShiv X, mais merci pour le follow. Et en effet, on peut faire la fête, puisque, comme l'a dit Sarah Drew, on arrive à 500 follow 500 follow sur Twitch. Merci à tous. Merci à tous, ça fait trop plaisir. Attends, mais en plus, t'as pris un Prime, j'ai même pas vu. Merci beaucoup, Fitz. Merci beaucoup pour le Prime, c'est trop gentil. C'est trop gentil. 500 follow. La régalade. 3000 follow sur YouTube il y a quelques jours. 3000 abonnés. Et 500 follow là, aujourd'hui. Ça fait trop plaisir. Encore une fois, 3500 fois merci. Il y a certaines personnes qui auront 2 merci, mais bon. On peut bien dire 2 fois merci. Non, franchement, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. D'autant que je vois que vous êtes assez nombreux à suivre la lecture de ce soir depuis tout à l'heure. Donc, encore merci. Et j'espère que vous entrez dans l'univers avec moi d'Esoteria et le roman Destiné. J'ai trop kiffé le petit texte de préambule, donc le paratexte, l'extrait du conte des jeunes déesses. Ça, j'ai kiffé par-dessus tout. C'est typiquement le genre de dialogue que je kiffe. Un peu mystique, un peu philosophique, métaphysique. Enfin voilà, à la croisée de trucs qui se recoupent un petit peu comme ça. Oh là là. Oh là 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 là. Oh le fou. Alors on a plein de choses qui se passent en même temps. C'est un truc de dingue. Donc merci Epix Party pour le follow, déjà. Merci beaucoup. Et Mirani qui offre 5 abonnements. Merci beaucoup Mirani. Vous retrouvez Sarah Drew, Charline Chassoad, TPQZ Draw et Tajin Simulator avec un abonnement de niveau 1 pour 1 mois sur ma chaîne. Merci beaucoup Mirani de ta générosité. Je sais pas où me mettre. Je sais pas où me mettre parce que du coup, le mec déjà c'est le bro. Il m'envoie les 2 bouquins. Et en plus, il fait des abonnements de folie. Merci beaucoup l'ami, c'est très gentil. Euh, Arrête, après on va croire que je suis pas objectif sur ton œuvre. Non, franchement, ça fait plaisir. Donc oui, comme je le disais, le texte de préambule, je l'ai vraiment trop kiffé, c'est vraiment trop ma came. Et le prologue, je le trouve également très intéressant ce prologue. Très intéressant, étant donné que pour ceux qui ont lu le livre 1 notamment, ça va donner un petit peu de contexte, un petit peu de profondeur au lore.
de voir que du coup Joseph et James Dale ont eu une histoire par le passé et qu'on a l'explication du pourquoi, du comment James s'est rangé du côté du cercle de fer, tandis que Joseph s'est plutôt rangé du côté de l'aventure en équipage. Donc ça, hyper intéressant, j'aime beaucoup. Le personnage de Zalan, je le trouve vachement intéressant aussi. D'avoir la naissance de Julie, je trouve ça vachement... Enfin, en fait, c'est ça. C'est retrouver des personnages qu'on kiffe. En plus, vu que Joseph, je trouve que c'est bien joué, parce que vu que Joseph est mort à la fin du tome 1 et que c'était archi choquant et triste, bah, le fait qu'on voilà, on ait une petite pensée hommage pour lui quelque part, ça fait plaisir. Et de voir un peu d'où il vient, l'explication du pourquoi du comment avec son frère, sa femme Sian, la mère de Julie, et ainsi de suite. J'aime beaucoup cet aspect généalogie, arbre généalogique, et puis les liens qui sont tissés comme ça, et, euh, et comment dire, des événements de vie, des péripéties de vie qui ont dédié telle ou telle personne à telle destinée. Je rappelle que c'est le titre du roman. Bah, c'est intéressant. Parce que du coup, on peut se dire que peut-être que j'affabule, peut-être déjà que je surinterprète, mais on peut se dire déjà que bah, James était peut-être déjà prédestiné à se ranger du côté du cercle de fer, puisque même Aedric a l'air de l'avoir décelé chez lui, et on peut peut-être se dire que Joseph était donc destiné à vivre sa vie de pirate. La vie de pirate à bord d'une frégate, c'est la plus belle des vies. Hum, hum, hum. J'ai fait un bon compromis avec moi-même. J'attends d'avoir un peu d'argent pour mon anniversaire et j'achète les livres. Ah, bah, ça me fait plaisir, Sarah, que ça puisse donner un tel enthousiasme. Franchement, n'hésitez pas, encore une fois, ce sont des beaux objets. Les couvertures sont très très cool. Donc ouais, n'hésitez pas à jeter un œil dans la description de la rediffusion YouTube. Les liens vers la page Amazon de Julien seront présents. Voilà, voilou. Bon, bah on se régale tous, j'ai l'impression. Y a eu aussi, ça j'ai bien aimé, le petit passage de Tran. Tran, tu me dis si je dis pas de conneries, hein, Mirani. Tran qui je crois est un membre de l'équipage du Cyriella. Donc du coup, c'est marrant. On peut deviner comme ça, dans les creux du récit, on peut deviner que du coup, Tran a fait un peu le chemin inverse, qu'il était à la base un garde de la cité de Ferustitiam, du cercle de fer, a priori. Et que du coup, il aurait, lui, au contraire, fait le chemin inverse et décroché vers la vie d'aventure et de pirate. Donc, très cool. Je sais pas si c'est très juste de dire vie de pirate en fait, parce que je sais plus si le terme pirate est vraiment énoncé à quelques moments que ce soit dans l'œuvre, mais vous comprenez le délire quoi. C'est avec ce délire de capitaine et de on part à l'aventure sur un bateau tous ensemble. Forcément, ce côté équipage, ça fait penser un peu, encore une fois, à ce sentiment. C'est pour ça que pour moi, c'est avant tout, avant même que ce soit de la fantaisie, je qualifierais vraiment ces romans de romans d'aventure, parce que je pense que, enfin moi c'est ce que je ressens, c'est vraiment le sentiment d'aventure et le sentiment de prendre la mer, et quelque part le sentiment de liberté que peut procurer les pirates et ainsi de suite, que je vois retranscrit dans ces romans. C'est un peu, j'ai l'impression que ces romans font l'éloge de ce sentiment-là, quoi. Euh, J'ose pas dire non parce que c'est stylé, mais non, Tran n'est pas dans l'équipage. Ah ouais, mais pourtant on avait déjà vu Tran, non? Ou bien je dis des bêtises. C'est peut-être parce que je suis perturbé par des discussions en off alors. Peut-être que tu m'avais déjà parlé du fait qu'il y aurait Tran, parce que Tran, c'est aussi le pseudo d'un de nos potes. Donc c'est peut-être parce que tu m'avais parlé en off qu'il y aurait Tran, que ça m'a fait penser ça. Je croyais l'avoir déjà vu dans le tome 1 du coup, et c'est pour ça que j'ai fait ce rapprochement. Euh... Takataka, takati, takadou, takata. C'est des hors-la-loi qui naviguent, ouais, c'est ça. C'est sa première apparition. Ah, ok, ok. Ok, ouais, non, moi j'ai juste été fucked up par des discussions qu'on a eues en off alors. Voili voilou.
Voilà, voilou. Et franchement, le prix des livres auto-édités, c'est... Enfin, ça dépend ce qu'on considère cher, etc. En fait, c'est ça le truc. Mais je trouve que c'est encore raisonnable. Il y a moyen d'avoir des trucs encore raisonnables. Si je ne dis pas de bêtises, Esoteria Héritage et Destinée, il me semble que le prix indiqué c'était 15 euros ou 16 euros, un truc comme ça. Après, il y a aussi moyen de l'acheter en Kindle, ce qui est un peu moins cher, forcément. Encore une fois, tu m'arrêtes si je me trompe, Mirani, c'est l'avantage d'avoir l'auteur en live. Et Elisabeth, du coup, j'imagine qu'il doit être un petit peu plus petit, parce qu'il me semble qu'il était affiché à 12 ou 13 euros, quelque chose comme ça. N'hésite pas, encore une fois, si tu as du complément d'infos, Mirani. Voilà, voilà. Bien, c'était le prologue. Donc, du coup, le prologue avec un. Qu'on appelle ça déjà? Un effet de flashback, entre guillemets, quoi. Donc voilà, je pense que à partir du chapitre 1, j'imagine qu'on va repartir sur une temporalité présente. Donc j'imagine que ce sera la suite plus ou moins directe, parce que bon, il peut y avoir une ellipse temporelle malgré tout. La suite plus ou moins directe de la fin d'Esoteria Héritage. À quelle sauce on va être mangé? Dans quelles nouvelles aventures nos héros vont-ils être emmenés et nous emmener avec eux? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Bref. Et du coup, le chapitre 1, je vais le lire dans son intégralité, je pense, d'une traite. Parce qu'on est sur du 14 pages, ça se fait bien, je pense. Je me rappelais, vu que c'est quand même un grand format, je me rappelais que je mettais pas mal de temps à lire une page, et en effet, j'ai l'impression que ça s'est un peu confirmé. Donc voilà, je pense vraiment qu'on va faire le chapitre 1 aujourd'hui. Comme ça nous fera un live un peu court, de 1h30, un truc comme ça. Et puis les fois d'après, j'aviserai si on passe sur du 2 heures, 2 heures et demie. Et puis aussi selon la longueur des chapitres, ça dépendra des lives. Bref, vous connaissez tout ça, mais j'essaie de faire durer les lives de lecture entre 1h30 et 2 heures et demie. Je trouve que c'est là où c'est le plus agréable et je trouve que c'est là où je suis le plus efficace, le plus performant, que ce soit dans ma concentration ou dans, on va dire, dans l'usure de mes cordes vocales et de tout mon appareil phonatoire. Sachant également que, pour le coup, vu que ça fait 5 ans que j'ai lu le tome 1, je me rappelais pas du tout des voix que j'avais fait pour les personnages. Enfin, j'avais une très très vague idée. Donc peut-être si vous regardez le tome 1 et le tome 2 d'affilée, vous n'allez pas avoir une, une suite logique dans les voix. Mais bon, j'essaie de faire au mieux. Voilou. Allez, on est bon pour maintenant. Grosso modo, pour te préciser, Charline, le fait que tu aies un abonnement, bah déjà, tu vois, ça fait un petit icône d'abonné à côté de ton pseudo. Et puis, donc c'est un icône évolutif selon le nombre de mois que tu as été abonné. Et puis bah, du coup, si je dis pas de conneries, ça fait longtemps que j'ai pas plongé le nez là-dedans, mais si je dis pas de conneries, c'est moitié de l'argent pour Twitch, moitié de l'argent pour moi. Et puis, dernier avantage que ça peut te donner selon les lives, moi je fais pas ça, mais tu peux faire un chat réservé uniquement aux gens abonnés, il me semble. T'as des petits trucs comme ça que chaque streamer peut choisir de faire. Sur ma chaîne, ça te donne accès à certaines émoticônes. Au niveau 1, je sais plus à quoi tu as accès au niveau 1. Au niveau 1, tu dois avoir accès à la tête d'imbécile heureux, je crois. À peut-être une autre, je sais plus. Ouais, non, je crois que maintenant, j'ai revu ça il y a pas longtemps, les émoticônes, quand j'ai fait les nuages. Je pense que maintenant, au niveau 1, vous avez 3 émoticônes carrément. Un truc comme ça. Bref, voilou pour la petite explication. Trêve de bavardage. Cette fois-ci, je me lance. J'ai vraiment la maladie de trop parler, c'est terrible. Je suis une véritable pipelette. Bien, on repasse sur le setup lecture. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Je vous souhaite également de passer un agréable moment en ma compagnie. C'est vrai que je l'ai pas dit en début de live. J'ai tellement trop mes phrases toutes faites, c'est terrible. Mais en même temps, je le pense vraiment. J'aime ces moments de partage en votre compagnie. Santé d'ailleurs. Ouais, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié plein de choses que je dis d'habitude. Waouh. C'est pas grave, c'est pas très grave.
On est parti. À tout à l'heure les amis. Chapitre 1. L'hôtel Transomnium. Clay ajouta méticuleusement les ingrédients du cocktail que venait de lui commander la table juste à côté de la scène. Le barman de l'hôtel Transomnium connaissait par cœur cette recette, mais il mettait un point d'honneur à servir des produits réalisés avec soin. Pourtant, ce soir, ses pensées avaient du mal à ne pas dévier vers le spectacle qui allait commencer dans moins d'une heure. Habillé de manière très chic, une chemise blanche, des bretelles et un nœud papillon, il se dirigea vers les résidents qui l'avaient interpellé auparavant. « L'écaille de Valos pour monsieur !» dit-il alors qu'un sourire se dessina sur son visage. « Alors, t'es enfin décidé à offrir le même sourire à ta chanteuse ?» charria son ami. Finn sirota son verre en regardant Clay d'un air amusé, alors que celui-ci baissa les yeux, gêné un court instant, avant de tenter de noyer le poisson. « Tu ne joues pas ce soir ?»« Non, ce soir je profite un peu du côté spectateur. » Le barman examina le reste de la table. Barl et Jen, deux autres musiciens habitués de l'endroit, continuaient de déguster leur vin de baie blave en balançant régulièrement leur tête au rythme de la musique jouée par le jukebox. Le premier finit son verre et parla d'une voix grave, avant de se lever. « Pas pour moi. Si je ne me mets pas en place rapidement, je ne vais pas passer la nuit. »« Oh non, en effet, dépêche-toi, mon Barry. » Jen tapa amicalement son camarade pour lui signaler le besoin de se hâter. Le cabaret de l'hôtel Transomnium affichait complet tous les soirs. Tous les résidents le considéraient comme l'attraction principale des alentours. Bien qu'en réalité, il n'y avait quasiment aucun autre bâtiment sur la petite île où était bâti l'hôtel. Personne ne semblait se lasser de ces soirées blues, des cocktails et des cérémonies d'accueil organisées pour les nouveaux arrivants. Lancé dans son rythme de croisière, Clay quitta rapidement la table de Finn pour retourner derrière son bar où les commandes s'enchaînèrent. Julie lui vint en aide, enchaînant les allers-retours entre lui et les tables pour satisfaire tous les résidents. Consultant régulièrement l'imposante horloge accrochée au mur, la serveuse finit par arrêter sa course pour éteindre le jukebox et actionner l'interrupteur qui fit pivoter les projecteurs du plafond qui éclairaient l'ensemble de la pièce. La manœuvre eut pour résultat de créer une ambiance plus calme et tamisée. La grande majorité de la salle se mit à applaudir, associant par habitude le changement d'atmosphère au début du spectacle. Les premiers rideaux s'ouvrirent, révélant Barl sur la droite de la scène. Installé devant un grand piano à queue, il fit un bref signe de tête à la foule. Un seul microphone, posé au centre, accompagnait l'homme dont la carrure massive tranchait avec la délicatesse de son jeu musical. Une nouvelle fois, un spot lumineux bougea pour éclairer le rideau du fond. Les notes du piano se mirent à parcourir la pièce. Le musicien ne trahit pas sa réputation en charmant aussitôt même les oreilles les plus brutes. Mais il suffit de quelques secondes pour que l'attention du public envers Barl disparaisse totalement. Vêtue d'une longue robe fendue, d'un tissu aussi noir que la nuit, la chanteuse s'avança d'un pas gracieux et délicat vers le microphone et entonna ses premières paroles. La texture de sa voix fascinait sans jamais manquer. Capable d'aller chercher des notes profondément graves avec justesse et remontant parfois très haut d'une mesure à l'autre avec une impeccable précision, le monde ne tournait qu'autour de Siri lorsqu'elle chantait. Son rouge à lèvres carmin contrastait fort avec la peau blanche de son visage, et chaque mot qui s'échappait de sa bouche était savouré comme une rare friandise. Les notes de Barl accompagnaient avec perfection la jeune femme. Chaque ligne de grave offrait de la texture, du punch, de la consistance aux vocales cristallines. Le pianiste savait aussi parfaitement s'effacer ou s'adoucir lorsque Siri s'élançait plus bas dans sa tessiture. Ces instants de délicieuse fascination se prolongèrent sur quelques morceaux, durant lesquels la salle tout entière demeurait comme léthargique. À la fin de la performance, qui semblait toujours trop courte, tant elle était agréable à ses spectateurs, un tonnerre d'applaudissements retentissait parfois entrecoupé de sifflements et de cris à l'attention des deux artistes sur la scène. Puis le service reprenait et la soirée continuait, jusque tard dans la nuit. Clay et Julie avaient l'habitude de rejoindre leurs amis à la sortie du cabaret une fois la salle rangée, et tous filaient sur le toit de l'hôtel en empruntant l'ascenseur. Jen insistait toujours pour qu'elle soit celle qui appuie sur les boutons, comme s'il s'agissait d'une tâche de la plus haute importance qu'elle se devait d'accomplir, ce qui faisait beaucoup rire Siri. Puis il admirait les rayons du soleil qui perçaient doucement l'horizon à travers la brume.
Ces moments suspendus, adoucis par la fatigue et les boissons, voyaient souvent naître des conversations au sujet sérieux et profond, comme comme s'il l'était second, comme si l'état second de la troupe était nécessaire pour que ces derniers soient abordés. La soirée était fantastique. Votre spectacle était encore une fois à couper le souffle. Je ne comprends pas que le directeur ne daigne pas descendre de son bureau pour... Clay coupa de lui-même sa phrase avant d'en commencer une nouvelle. Je me sens bien ici. Je crois que je n'ai jamais été aussi épanoui. Tu ne te souviens toujours pas de ta vie d'avant pourtant, Clay demanda Jen. Le barman réfléchit quelques secondes avant de reprendre, son regard bleu azur portant toujours sur le paysage qu'offrait la hauteur de leur refuge. Ce n'est pas important, non? Finn, Julie, Barl et Jen acquiescèrent de concert en un instant, comme si la réponse, d'une évidence même, ne nécessitait aucun moment de réflexion supplémentaire. Ce n'est pas important, n'est-ce pas, Siri? La chanteuse, assise à côté de Clay, lui répondit d'une voix hésitante. Je ne sais pas. Rien ne vous semble à côté de la plaque parfois? Comme si vous n'étiez pas censé être ici? Tu fais encore ce cauchemar? Il continue, oui. Puis Siri demeura silencieuse et choisit de laisser la troupe pour rejoindre sa chambre, enroulée dans une couverture pour protéger son corps de la fraîcheur de la nuit. Elle pénétra dans l'ascenseur qui donnait directement sur le toit. Des dizaines de boutons, signalant des étages différents, se révélèrent devant elle. Machinalement, elle pressa celui dont elle avait besoin. Les portes s'ouvrirent un peu avant sa destination, laissant entrer un des gorilles de l'hôtel. Un costume classieux s'avança, comme flottant dans les airs. Les sbires du directeur du Transomnium semblaient être des ombres, remplissant d'une fumée noire leur uniforme de travail, comme si un être de chair avait été dépouillé entièrement de celle-ci et que son ombre l'avait remplacé. Si les sbires furent un jour des hommes, ils eussent été bien bâtis, tant ils prenaient de la place et imposaient le respect par leur carrure. Siri dut se serrer légèrement contre la paroi de l'ascenseur. Ses gardes de l'hôtel n'échangeaient jamais un seul mot, et ne faisaient preuve d'aucune forme de communication. Ils assuraient l'ordre lorsqu'il devait être rétabli. Durant ce moment partagé avec l'un d'entre eux, la jeune femme sonda ses souvenirs à la recherche du moindre incident. Elle semblait parfois sur le point de saisir un fait, une anecdote, un instant impliquant l'intervention d'un sbire. Mais à chaque fois qu'elle était sur le point de rendre plus claire une des images floues qui traversaient son esprit, ces dernières s'évanouissaient complètement, comme si elle avait essayé de saisir les détails d'un rêve au réveil et que chacun de ses efforts l'éloignait un peu plus de la réussite. Les portes s'ouvrèrent de nouveau, accompagnées par un bip sonore distinctif de l'ascenseur. Siri jugea que la fatigue l'empêchait de réfléchir correctement et qu'il était grand temps qu'elle aille dormir. Peu de pas lui suffirent à atteindre sa chambre et un coup de clé et quelques secondes plus tard, elle s'abandonna facilement au sommeil. Un battement sourd tambourinait par séquence de 3, comme s'il s'agissait d'un gigantesque cœur qui se serait trouvé là quelque part, prisonnier de la roche. Siri redoublait d'efforts pour ne pas céder complètement à la panique. Les mains sur la paroi humide de la grotte, elle progressait lentement. Un voile noir impénétrable l'empêchait de voir où elle mettait les pieds. Une voix moqueuse de jeune fille retentit. « Tic-tac, tu vas perdre, grande sœur !» L'atmosphère changea brusquement. Une chaleur insoutenable remplaça le froid caverneux. Siri retira sa main de la roche en étouffant un cri de douleur. De la vapeur bouillonnante surgit des parois. Le battement s'interrompit, et des cliquetis mécaniques submergèrent l'espace. Puis le silence se fit. Un silence impénétrable, omniprésent. Un silence hurlant dans les oreilles de la jeune femme, lui rappelant sa solitude, son désespoir. Une nouvelle douleur s'empara de sa poitrine. Du sang coulait de la plaie produite par l'impact d'une flèche. Siri cria de nouveau. Elle se leva brusquement. De la sueur perlait sur son front. Elle prit quelques instants pour reprendre ses esprits. Il ne s'agissait pas là de son premier cauchemar. Ses nuits étaient régulièrement interrompues par des moments similaires à celui qu'elle venait de vivre. Ses yeux s'attardèrent un instant sur le petit dispositif vocal posé sur sa table de chevet. Celui-ci lui permettait de contacter une autre chambre au besoin. Se confier de nouveau à l'un de ses amis lui sembla finalement inutile. La chanteuse se leva et prit la direction de la salle de bain, en empoignant une serviette laissée sur une chaise. Les deux mains appuyées sur le carrelage mural de la douche, le corps massé par un flux continuel d'eau chaude, Siri tentait de se remémorer du mieux que possible ses dernières mésaventures oniriques. Cette petite fille,
revenait souvent, toujours même. Elle aurait juré la connaître. Elle était même persuadée que celle-ci était d'une importance capitale. Mais à chaque fois qu'elle se sentait proche d'un détail, d'une précision, de nouveau cette langueur mentale, cette sensation léthargique inhérente à l'autel, s'emparait de son être. Des larmes se mêlèrent à l'eau de la douche pendant quelques instants. Un geste rapide de la main droite suffit à arrêter cette dernière. La jeune femme s'enveloppa dans sa serviette et observa le miroir derrière elle. La pièce entière baignant dans la vapeur et dans le miroir, recouvert par celle-ci, Ciri découvrit une pâle version d'elle-même, aux traits estompés, aux contours confus. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Il s'agissait là d'une version de sa personne qu'elle jugea bien trop pertinente. Elle revint dans sa chambre sans plus tarder. Un raclement retint son attention lorsqu'elle passa devant la porte d'entrée. Bien qu'elle ne disposait pas de moyens précis pour déterminer l'heure, il était certain que la nuit s'était déjà pleinement épanouie. Sur le point d'ignorer l'événement, un autre bruit se fit entendre, retenant définitivement son attention. Ciri ouvrit la porte et jeta un premier regard sur le couloir de l'hôtel. Ses yeux furent, comme souvent, happés en premier par le magnifique tapis rouge qui recouvrait l'ensemble du sol des couloirs du Transomnium. Quelques lampes finement ouvragées offraient un éclairage tamisé. De nouveau, un sifflement parvint depuis l'angle de l'allée. La jeune femme adopta une démarche prudente, le bruit de ses pieds nus fut complètement étouffé par la texture molletonneuse du tapis. Arrivée à l'angle, elle pencha discrètement sa tête en direction de l'endroit d'où étaient provenus les bruits. Un sbire du directeur se trouvait là, face à un mur vide, entre deux portes de chambre. La volute de fumée noire, qui aurait dû lui servir de visage, était tournée vers cet endroit vraisemblablement dénué d'intérêt. Un peu plus loin sur sa droite, deux autres gorilles semblaient traîner quelque chose au sol en direction de l'ascenseur. Ciri se pencha un peu plus pour mieux distinguer la scène. La silhouette face au mur se tourna vers elle au même moment. Par réflexe, la chanteuse fit un pas en arrière. L'avait-il aperçue? Elle regagna rapidement sa chambre et prit la décision de rejoindre son lit, en prenant soin de verrouiller sa porte. La fatigue était devenue excessive. Quelques timides coups répétés sur la porte finirent par réveiller Ciri. « Oui » tenta-t-elle. « Ciri, il ne manque plus que toi pour le brunch de ce matin. On t'attend dans le couloir. » La voix de Clé se faisait douce, le barman ayant sans doute compris que son ami dormait encore. Julie, Finn, Barl et lui durent patienter davantage avant que la jeune femme ne sorte de sa chambre. Son visage trahissait un semblant de confusion. Des sourires se dessinèrent. « Nous ne devrions plus tarder maintenant que nous sommes au complet. Ça va me changer de ne pas être de service pour une fois, » ajouta Julie, plutôt joyeuse. Tous se mirent à marcher en direction de l'ascenseur, en reprenant des conversations précédemment abandonnées. Ciri porta son regard vers le couloir opposé. « Attendez. Il manque encore. Il manque... » Non, il ne manquait personne. Elle en était quasiment certaine maintenant. Quelques secondes lui suffirent pour rejoindre le groupe. La voix grave et réconfortante de Barl s'adressa à la chanteuse. « J'ai quelques idées pour notre prochaine performance. Je crois que tu vas adorer, » dit-il en pressant le gros bouton permettant d'atteindre le rez-de-chaussée de l'hôtel. « J'ai oublié quelque chose. Je vous rejoins au plus vite. Ne m'attendez pas. »« Haha, c'est vedette, je vous jure, » plaisanta Finn. La porte de l'ascenseur se referma, plongeant de nouveau les couloirs de l'étage dans un silence relatif. Ciri franchit un premier angle et s'arrêta devant un mur vide. Un jour auparavant, elle aurait juré y avoir trouvé une porte. Son cœur se mit à battre rapidement. Sa certitude se craquela d'une légère fissure qu'elle ne put ignorer davantage. Celle-ci s'empara de son esprit. Elle ne vit plus qu'elle. Comme un léger défaut d'une gigantesque peinture qui, à force d'être observée, ruine la beauté de l'ensemble de l'œuvre. Quelqu'un manquait bien à l'appel. Jen. Ciri fut prise d'un terrible vertige. Des images défilaient dans sa tête. Elle voyait un navire, ses amis dans d'autres vêtements et d'autres endroits. Des paysages défilaient à toute allure. Un visage revint sans cesse. Une jeune fille aux cheveux noirs lui offrait un regard désespéré. La chanteuse se laissa tomber contre le mur et prit sa tête entre ses mains. Quelques douloureux efforts plus tard, un nom résonna dans son esprit. Éonore. Elle avait eu une petite sœur, et ce souvenir était chargé de tristesse et d'angoisse. Des bribes de mémoire allaient et venaient à toute vitesse dans son crâne.
Elle tâcha de se concentrer pour discerner dans cette gigantesque confusion ses souvenirs les plus récents. Elle vit une île étrange, en ruine. Des morceaux de bâtiments détruits semblaient flotter dans les airs, comme figés dans le temps. De superbes essaims de papillons d'un bleu turquoise voltaient régulièrement d'un endroit à un autre. Un son lui offrit un nouveau frisson glacial, quelque chose entre une succion continuelle et le bruit d'une substance poisseuse qui goutterait sur le sol. Sa douleur crânienne devenant trop importante, Siri se releva tant bien que mal et jeta un œil aux alentours. Un des sbires du directeur se trouvait là, dans le couloir, à une dizaine de mètres d'elle, immobile. La jeune femme étouffa un cri et courut à toutes jambes vers l'ascenseur. Les portes de ce dernier se refermèrent. Qu'est-ce qui n'allait pas exactement avec cet hôtel? Pourquoi était-ce si difficile de se souvenir de sa vie d'avant? Où était passée Jen? Pourquoi personne ne s'était souvenu d'elle? Des tas de questions venaient alimenter le brouillard mental de Siri. Aucune réponse ne fut trouvée pendant son court trajet vers le rez-de-chaussée. Cependant, elle était certaine de l'identité de la personne qui pourrait lui en apporter. Le directeur. Maintenant qu'elle gagnait en lucidité, cette figure de l'hôtel Transomnium lui parut chargée de mystère. Personne ne semblait l'avoir vue une seule fois. Peut-être n'existait-il même pas. Seul l'emplacement de son bureau était connu, derrière le grand escalier, à côté de l'entrée principale. Sans perdre un instant, Siri en prit la direction. Elle tâcha de se recomposer autant que possible pour maintenir une bonne impression auprès des autres résidents qu'elle croisa sur son chemin. Ses yeux parcouraient le hall de l'hôtel, dans lequel elle venait de pénétrer, à la recherche du moindre sbire qui serait éventuellement à sa recherche. Elle n'en vit aucun. Quelques minutes lui suffirent à se frayer un chemin jusque devant la première marche de l'escalier. Elle n'avait jamais vu personne en descendre ou même y monter. « Siri, qu'est-ce que tu fais » Clay affichait une incontestable inquiétude. En l'absence de réponse à sa première question, il reprit. « Je t'attendais près de l'ascenseur, mais tu ne m'as pas remarqué. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu as l'air complètement désemparé. »« Où est passée Jen ?» répondit Siri avec un soupçon d'agressivité, tout en maintenant une distance physique avec son ami. « Wow, calme-toi. Qui est Jen ?» Le barman de l'hôtel s'approcha doucement, les paumes de ses mains en avant, les bras écartés, pour prouver que ses intentions n'étaient pas mauvaises. « Quelque chose ne va pas. Il faut que j'aille voir dans le bureau du directeur. Attends une seconde, on va en parler ensemble. Tu sais bien que c'est interdit d'y aller. » Du mouvement survint de derrière Clay. Le reste de la troupe d'amis arriva en affichant des visages perplexes. L'homme se retourna vers eux pour expliquer la situation. Siri profita de ce léger répit pour grimper l'escalier. « Attends !» Sans se retourner, la jeune femme se précipita dans le corridor qui s'ouvrait après la dernière marche. Une grande double porte en bois, dans un remarquable style, demeurait le dernier obstacle entre la jeune femme et le bureau du directeur. Elle porta sa main sur la poignée. Un son de pas précipité survint des escaliers. Soudain, sa vue se noircit, son souffle se coupa, et une terrifiante sensation de froid s'empara de son corps. Siri se sentit voltiger contre le mur. Son dos lui fit souffrir le martyre. Un des gorilles de l'hôtel s'approcha une nouvelle fois d'elle. La manche de son costume flottant se leva dans les airs et la fumée noire qui lui servait de bras s'abattit sur le visage de la jeune femme. Elle cria de douleur et se mit à sangloter. Sans attendre un seul instant de plus et sans demander d'explication, Flynn, Julie, Clay et Barl se ruèrent sur le gorille pour l'arrêter. Leurs mains purent se saisir du vêtement que portait celui-ci, mais il était impossible de l'arracher et les obscures volutes demeuraient intangibles. L'attention du sbire du directeur se porta sur ses agresseurs, et il envoya voler Julie à travers le couloir. Les maux de tête de Siri gagnaient encore en intensité chaque minute. La tournure des événements et la douleur du coup qu'elle venait de recevoir concluaient sa confusion. Elle voulut d'abord aider ses amis, puis elle posa de nouveau le regard sur la porte du bureau. Après s'être douloureusement relevée, elle entreprit de rentrer dans celui-ci. Il n'était pas verrouillé. Avant même de pouvoir examiner la pièce, une odeur infecte parvint aux narines de la chanteuse. Elle n'avait jamais rien senti de pareil. Proche de celle de la putréfaction, l'odeur était chaude et humide. Des quantités de viande laissées pourrir au soleil n'auraient fait qu'effleurer ce que dégageait le bureau du directeur. Siri eut un haut de cœur. Le spectacle qui s'offrit à elle était à la hauteur de l'écœurant avant-goût qu'elle venait d'avoir. Une membrane rose recouvrait l'ensemble des murs, du sol et du plafond. Celle-ci palpitait parfois, laissant penser qu'elle renfermait des nerfs ou des vaisseaux sanguins. La pièce entière semblait être recouverte de cette chair nauséabonde. La jeune femme fit un premier pas qui fut récompensé par un bruit aigu,
comme si elle avait mis le pied sur de la gélatine. Elle buta sur une forme rebondie, située sous la nappe de Carne. Ciri fut épouvantée. Décuplant son courage, elle s'agenouilla pour essayer de déchirer la substance afin de libérer ce qui y était emprisonné. Ce qu'elle y découvrit l'acheva de dégoût et de chagrin. Le visage de Jen, partiellement fusionné à la chair, gisait là, animé uniquement par les quelques légers soubresauts que semblait produire la salle. La chanteuse ne put se retenir davantage et vomit en se serrant le ventre de douleur. Ce ne fut que lorsqu'elle se releva qu'elle réalisa que la quintessence de l'horreur était encore à venir. Un peu éloignée, au centre de la pièce, là où aurait pu se trouver un bureau, une tumeur convulsait sporadiquement. Un œil, dénué de paupières, serti dans le tissu aqueux, l'observait. Ciri se laissa progresser jusqu'à lui et sentit une émotion monter en elle, surpassant la tristesse, le dégoût et la confusion. Des larmes coulèrent sur ses joues. Une terrible colère, un immense sentiment d'injustice s'empara d'elle. « Ciri, qu'est-ce que tu fais? Reviens, on peut tout arranger. » Clay venait de rentrer dans le bureau du directeur avec hâte. Laissant la porte grande ouverte, on pouvait apercevoir le reste du groupe aux prises avec plusieurs sbires. Il ne fallait sans aucun doute que quelques secondes de plus pour que ces derniers neutralisent tout le monde. « Qu'est-ce que tu racontes, Clay » ragea Ciri. « Tu ne vois pas que rien ne va? Jeanne est juste sous tes pieds. C'était ton amie. » « Je ne sais pas qui elle est, Ciri. Je ne sais pas qui je suis non plus, Il hésita quelques secondes, cherchant ses mots. Le regard de la femme devant lui infligeait une pression palpable, tout en affichant un soupçon d'incompréhension. « Écoute, c'est évident que tout ceci n'est qu'une gigantesque scène. Est-ce que c'est un problème? Je ne pense pas. Ce que je sais, c'est que j'y vis des jours heureux. Je suis certain qu'on peut trouver un accord avec ceux qui contrôlent cet hôtel. On oublie tout, comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. » Ciri jaugea son interlocuteur quelques instants, avant de reprendre la parole, désemparée. « Qu'est-ce que tu me racontes? Des gens meurent? Ou pire encore, on ne sait même pas ce qu'est cette chose. Comment peux-tu tenir des propos comme ça dans cette pièce? C'est un véritable enfer. Même si j'oubliais tout de nouveau, il est hors de question que je choisisse de vivre une vie d'ignorance. Je veux savoir qui je suis, ce que j'étais avant tout ça. On n'a aucune idée de ce qui peut se produire si on sort du transomnium. Peut-être que... » Clay sembla peiner. Sa voix trahissait un certain accablement, une réelle tristesse, une peur véritable. « Peut-être qu'on ne se reconnaîtra même plus. Ciri, je veux continuer à partager mes jours à tes côtés, avec les autres aussi. Ce confort qui nous est offert peut nous être bénéfique. Nous avons juste à oublier. » Pendant quelques instants, seul le bruit de succion remplit l'atmosphère. Puis des sbires entrèrent en bousculant violemment la porte de la pièce. Entre deux sanglots, Ciri adressa ses dernières paroles à son amie. « Je ne désire pas rester léthargique. Même si elle est douloureuse, j'ai besoin de connaître pleinement la vérité. Je veux être libre. » La jeune femme jaugea rapidement ses opposants d'ombre, et estimant qu'il ne lui restait qu'un seul instant avant qu'il ne l'arrête, elle se retourna et plongea ses mains dans l'œil que possédait la tumeur visqueuse, dans le but de causer un maximum de dommages. Ses ongles percèrent l'organe oculaire. Se laissant submerger par la rage, elle saisit chaque morceau de chair, les griffa avec rage et tira avec force pour les arracher. Du pu et du sang suintèrent de l'œil, puis l'espace sembla vaciller. Les murs de l'hôtel dansèrent, gonflèrent, puis éclatèrent comme des bulles. Une lumière aveuglante emplit l'espace. L'odeur et le bruit de la chair disparurent. Ciri sembla transportée à travers les airs, croisant des voix, des pièces, des regards. Elle revit brièvement quelques scènes de sa vie au Transomnium. Des chansons, des soirées, des danses et des rires traversèrent son esprit. Puis tout s'éloigna, loin, si loin, hors d'atteinte. Elle flottait dans un espace vide, sans aucune sensation. Ciri ouvrit les yeux. Son corps était meurtri. Étourdie, elle fit un effort pour analyser l'endroit dans lequel elle se trouvait désormais. Ses jambes étaient recouvertes d'une substance gluante et froide. Une forte respiration suivie de plusieurs tout-sautements survint de derrière elle. Julie s'extirpa d'une masse informe et gluante. À son tour, Finn s'éveilla. Dans ce qui semblait être la cave d'une ancienne structure en ruine, le groupe découvrit un étrange décor. De nombreuses personnes étaient allongées dans une matière étrange, semblable à une membrane. La tête de Ciri tambourinait.
Des souvenirs semblaient disparaître et d'autres revenir. Cet état d'égarement, semblable à celui dans lequel on se trouve à la suite d'un sommeil chargé de rêves, dura un moment. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» interrogea Finn en se levant laborieusement. Son attention fut happée par ce qui semblait être un petit autel sculpté dans la roche. Une horrible petite masse palpita une dernière fois avant de se noircir et de fondre en un dérangeant liquide. Des rayons de lumière s'infiltraient depuis le plafond, offrant un éclairage partiel. L'un d'eux se refléta sur une pierre, posée là où la masse gélatineuse se trouvait quelques secondes auparavant. « Est-ce que c'est... » Finn chercha rapidement autour de lui et retrouva un petit sac de cuir qu'il avait pris sur leur navire, le Cyriella. Il en extirpa un objet finement ouvragé auquel étaient attachées 2 sublimes pierres de couleurs différentes. L'objet brilla intensément en direction de celle qui se trouvait sur l'autel. Sans attendre plus longtemps, le désormais co-capitaine du Cyriella se saisit de sa nouvelle trouvaille et la posa délicatement sur le bijou. La pierre rejoignit les autres et s'y fixa définitivement. L'excitation retomba légèrement, et il fronça les sourcils, fouillant dans sa tête. Julie se hissa également sur ses jambes et examina un vieil ouvrage posé à côté d'elle. Une désagréable odeur remplissait l'atmosphère, mais semblait progressivement disparaître. Le livre tenait maintenant sur ses genoux, ouvert sur une terrifiante illustration. Julie prit la parole. « De quoi vous souvenez-vous exactement ? » Nous sommes venus sur cette île en suivant le scintillement du fermoir de la déesse et, je crois... » Finn marqua une pause et continua, hésitant. « Je me souviens de cette ancienne cité en ruine, de ces papillons de couleur bleue qui voletaient un peu partout. Je me souviens de cette cave et puis d'une étrange sensation comme si quelque chose cherchait à posséder ma volonté. J'ai l'impression de voir des gens qui... dansent. Je crois que ce livre que nous avons trouvé avant de descendre ici contient la réponse à nos questions, bien que la 4e page soit arrachée. Je ne suis pas non plus certaine de ce qui s'est passé, mais j'aurais aimé en savoir un peu plus, et surtout plus tôt. » La magicienne du groupe tendit le grimoire vers Ciri, puis vers Finn, pour montrer la représentation tentaculaire d'un œil inquiétant, lié à une masse de chair. « De ma précédente lecture et de ce que je lis désormais, voici ce que je comprends. Ceci relate une partie de l'histoire qu'a vécu le défunt peuple de la cité. En se servant de la pierre du fermoir, ils ont développé un savoir-faire lié à son pouvoir. Ils étaient apparemment capables de figer dans le temps des objets, et même leur corps, ce qui expliquerait ces ruines flottantes que l'on a croisées sur notre route. Vous vous souvenez ? » Ciri demeura silencieuse, la tête baissée. Finn acquiesça, attentif. « Ce paragraphe en particulier relate les inquiétudes de l'auteur. Ces manipulations temporelles auraient attiré quelque chose. Cette chose. Elle serait capable de se nourrir de la force vitale de ses proies, en les assimilant et s'en servant comme des batteries. » Le groupe parcourut d'un regard neuf et un peu plus éveillé la cave dans laquelle il se trouvait. Des dizaines de corps demeuraient inertes. La texture qui recouvrait auparavant l'ensemble de la pièce se desséchait et disparaissait progressivement. « Est-ce que ce sont les derniers représentants du peuple qui vivaient ici ?» demanda Finn. Aucune réponse ne vint résoudre son interrogation. Personne ne savait. Le 2e capitaine du Cyriella finit par faire quelques pas à travers la pièce. Ciri s'attarda sur le visage d'un vieil homme mort les yeux ouverts. Son regard azur, bien que désormais inanimé, provoqua un profond sentiment de tristesse chez la jeune femme. Elle était certaine de l'avoir connu, mais plus elle essayait de se souvenir de cet homme, plus les images mentales qu'elle créait étaient floues, imprécises. L'hôtel Transomnium n'avait vraisemblablement laissé aucune trace. « Rentrons sur le Cyriella. Je ne veux pas rester une seconde de plus ici. » Et c'est la fin du chapitre 1, le chapitre l'hôtel Transomnium. Ça sera donc également la fin de la lecture pour aujourd'hui, la fin du live, et donc, qu'est-ce que je dis d'habitude quand je fais un timecode? Ah oui. Nous passons à l'outro de ce live, les amis. Très cool, très cool. Très très cool. Déjà,
je mets le fait que le prologue soit un prologue et un flashback comme du coup quelque chose d'un peu à part. Donc pour moi, le chapitre 1, c'est le début véritable. Et déjà, en général, je crois que j'ai un peu remarqué ça chez moi. J'aime bien les débuts in medias res. Donc j'aime bien les débuts qui sont dans l'action. Et là, quelque part, c'est un peu un début in medias res, puisque on est déjà dans l'histoire, on est déjà dans la péripétie. Et on le sait qu'à la fin, enfin, on sait qu'à la fin et rétrospectivement, ce qui s'est passé. Donc j'aime bien ce système-là. J'aime bien ce système-là d'entrer dans l'action directe, dans la péripétie directe, d'avoir des interrogations, parce que du coup, quand on entre directement dans l'action, bah, comment dire, t'as des points d'appui à aller chercher pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Et du coup, je trouve ça vachement intéressant parce que bah, ça rend curieux et ça maintient une tension où voilà, t'as une curiosité et un appétit pour comprendre ce qui se passe. Donc ça, je trouve que ça marche vachement bien. Et ouais, j'aime bien ce principe un peu rétrospectif de fin de chapitre. Peut-être me trompe-je. Nous spoil pas forcément Mirani, hein, t'inquiète. Mais peut-être que je me trompe, mais là j'ai l'impression qu'ils ont récupéré une des pierres du fermoir de la déesse. Et que du coup, euh, je vois ça, je trouve que ça fait très série ou film dans l'idée. C'est un peu en mode, voilà, il y a eu une ellipse. Pendant cette ellipse, on a continué notre aventure, on a retrouvé une pierre, donc on a débloqué encore des étapes de notre quête. Maintenant, le livre va se concentrer sur des étapes de la quête avec un intérêt spécifique à être raconté, si je puis dire. Donc j'aime vraiment bien ce principe-là de in medias res et de raconter rétrospectivement ce qui s'est un peu passé dans l'ellipse, etc. Je trouve que ça nous met directement dans le bain, ça c'est très très cool. Et sinon sur l'ambiance, j'ai été un peu moins pris au dépourvu forcément, je vais pas te mentir Mirani, j'ai été un peu moins pris au dépourvu que je n'ai pu l'être dans le tome 1. D'ailleurs, dans le tome 1, je l'ai relu il y a pas longtemps, et j'ai été repris au dépourvu de fou, même si je savais que ce passage existait et qu'il m'avait plu, parce qu'il détonne complètement et en étant très bien intégré à la fois. En fait, ça me fait penser à un passage du tome 1, du coup, où justement on vacillait davantage vers quelque chose de l'ordre de la science-fiction que de la fantasy. En tout cas, il y avait des éléments de science-fiction. Donc là, de la même manière, je trouve qu'on est un peu sur quelque chose de plus proche de la science-fiction. J'aime bien ces incartades. J'aime bien ces petites parenthèses, ces petites permissions que tu t'octroies à faire d'autres choses. Euh, Encore une fois, ça me fait penser à l'extrême liberté, dont tu fais un peu l'éloge dans le texte en plus, mais ça me fait penser à l'extrême liberté que peuvent apporter le jeu de rôle et ainsi de suite. Donc vraiment, je trouve que ça correspond tout à fait. Et bon, là, forcément, pour les gens pour les viewers, ça va pas beaucoup parler. Donc, je vais faire très vite là-dessus. Mais c'est marrant, Mirani, parce que il y a plein de choses qui me rappellent des jeux de rôle qu'on a joués ensemble, des discussions qu'on a eues ensemble. Parce qu'avec Mirani, on est des spécialistes de discussions sur la vie sans fin. Euh, donc, en fait, ça me rappelle plein de choses comme ça. Et notamment dans le discours qu'a Siri, dans le dialogue qu'a Siri avec Clay. Ce discours un petit peu bah, sur préférer l'ignorance ou préférer savoir mais souffrir et ainsi de suite. Je sais que c'est des discussions qu'on a eues et moi je sais que c'est ouais, c'est des questions qui me plaisent à creuser. Et clairement, moi je suis de l'avis de Siri. Je me suis bien reconnu dans Siri sur ce passage-là. Je préfère ne pas rester dans l'ignorance et être en colère, triste, souffrir ou quoi que sais-je encore, mais savoir ce qui se passe. Euh, donc, et c'est cool justement de voir que il n'y a pas de jugement aussi. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Qu'il n'y a pas forcément de jugement à porter dans l'œuvre. Il n'y a pas en mode bah, c'est mieux de penser comme ça ou c'est mieux de penser comme ça. C'est juste, je présente des manières de penser avec des personnages qui ont des psychologies différentes. Et voilà comment mon personnage réagit. Mes clés défend aussi son point de vue et ainsi de suite. Donc très très cool. Très très cool. J'aime bien tout ce délire-là un peu, bah, quelque part philosophique, métaphysique, etc. sur la place de l'homme et ainsi de suite. Un peu comme il y avait dans l'extrait
je vais reciter précisément pour pas dire de conneries, dans l'extrait du conte des jeunes déesses. Donc ça, c'est des questionnements qui me plaisent bien et tout. Et après, dans la mise en scène, c'est encore une fois, c'est très très cool. C'est très bien fait. Les passages les passages d'hésitation, de Ciri, etc. J'aime beaucoup vers quoi ça amène et comment c'est amené. Euh, ouais, encore une fois, je trouve bien réussi le sentiment de laisser mijoter et de préparation de quelque chose et bah justement d'être un peu dans le même sentiment de Ciri et que Ciri et se dire merde, il y a un truc qui va pas. Euh, c'est comme je disais, je l'avais davantage avec le passage du tome 1, mais c'est vrai que là j'ai eu ce truc là encore une fois de ah ça y est, on est reparti sur ça avec le jukebox et tout. Et en plus, on est dans un délire un peu de rêve que j'aime beaucoup. Le délire onirique, j'aime beaucoup ça parce que justement dans le délire onirique, il y a souvent des règles qui semblent un peu absurdes. C'est comme si, mais quand même présentes et franche quelque part. C'est comme si dans les rêves, il y avait aussi des règles, mais juste ultra différentes de notre logique, mais quand même d'une logique implacable. Et du coup, ce délire de on peut pas parler au directeur, et quand tu vas dans la salle du directeur, il y a une salle horrible avec des choses horribles et tout. Clé qui oublie la présence de Jen et ainsi de suite. Enfin, bref, c'est quelque chose, ouais, presque avec des éléments horrifiques aussi, et psychologiquement horrifiques. Donc ça, j'aime trop. Ça, j'aime trop. Et ouais, non, globalement, j'aime trop. Ça m'a fait penser, donc du coup, à des jeux de rôle, comme je le disais. Ça m'a fait penser aussi, pour ceux qui voudraient, bah, pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui voudraient s'y intéresser, si cet univers d'onirisme un petit peu avec des, avec des dialogues et des passages comme ça, avec des personnages confus, etc. Si vous aimez un peu cette ambiance comme ça, je vous conseille vraiment la saga Poet Anderson créé par. Alors, c'est écrit par Suzanne, je sais plus. Désolé, je sais plus le nom de l'auteur, mais c'est Suzanne quelque chose. Et sorti de l'imagination de Tom DeLonge, qui est l'ancien guitariste et chanteur de Blink 182. Et ouais, Poet Anderson, c'est incroyable. C'est une saga sur le rêve, justement. Et je trouve ça incroyable. C'est parmi mes œuvres favorites. Donc ça m'a fait un peu penser à ça, par moment. Et ça m'avait fait penser encore à autre chose. Je me rappelle plus trop. Mais ouais, en tout cas, voilà, il y a il y a ce sentiment-là, quoi, qui est vachement cool et vachement bien retranscrit. Ce sentiment un peu nébuleux du rêve, où on se dit, mais merde, il y a un truc qui déconne. Ou... Ouais, cette atmosphère est vachement bien représentée. Donc, non, franchement, je trouve que c'est une bonne mise en action, enfin, une bonne mise en. Je trouve plus le terme que je voulais employer. Mais voilà, ça met bien dans l'histoire. C'est une bonne entrée. C'est une bonne entrée pour ce tome 2, je trouve. Et il me tarde de lire la suite maintenant. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, je ne sais pas du tout quand je lirai la suite. Je vais essayer de reprendre les lives de manière plus régulière. Encore une fois, je vais pas vous mentir, je fais d'autres projets en off en ce moment. Et le fait d'avoir un peu pris des distances du live m'a fait pas mal de bien quand même. Euh, Ça m'a permis aussi de me détendre un peu plus. J'ai pris un peu plus le temps de jouer ou même de faire du sport et des trucs comme ça. Enfin bref, de faire des choses que je faisais pas forcément ou que je prenais pas le temps de faire dans ma routine. Donc voilà, prendre de la distance m'a fait du bien. Et je vais continuer du coup à entretenir ça. Je vais pas reprendre 4 ou 5 lives par semaine comme à une époque, voire plus des fois. Mais je pense reprendre assez régulièrement, notamment pour la lecture des Esoteria Destinée, parce que bah, j'ai pas envie de vous lire le chapitre 1 ce soir et le chapitre 2 dans un mois, ça n'aurait pas grand sens. Donc, pour que ça reste fluide et qu'on soit tous dans le flow, je vais essayer de poursuivre assez rapidement. On est quel jour? On est mercredi. Il y a des chances qu'il y ait un second live cette semaine. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Et puis je pense qu'on va essayer de faire un truc genre un ou deux lives de lecture par semaine sur cette lecture. Voilà, voilou. Donc tenez-vous au courant pour la suite, ça sera certainement dans la semaine. Au pire, début de semaine prochaine. Et rappelez-vous également qu'il y aura une veillée sur mon Discord de 21h à minuit pour ceux qui désirent discuter, jouer à des jeux de société et tutti quanti. Voilà, voilou, c'était la petite parenthèse. Euh, Et du coup, je sais plus si je l'ai déjà dit, donc du coup, bonne soirée Sarah, désolé, je crois pas l'avoir dit, parce que je me suis laissé emporter par le flot des paroles. Mais bonne soirée, bonne nuit Sarah, et encore merci à toi d'être passé et pour ton enthousiasme, ça fait trop plaisir.
trop refait de ce premier retour, ce que je voulais faire fonctionner a très bien marché sur toi. Ah bah cool, 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 parfait. Je suis content que tu sois content. Et Papy Pomme, oui, Tam de Longue c'est le boss. Bref, je te conseille vraiment Poet Anderson si t'as jamais lu du coup Papy Pomme. Par contre, c'est disponible uniquement en anglais. J'ai envoyé un petit mail en mode est-ce que vous voulez pas que je le traduise en français, etc. etc. Je suis tombé sur des gens qui apparemment n'avaient pas ce pouvoir de décision ou ce pouvoir d'entrée avec les décisionnaires. Du coup, j'ai été un peu déçu. Mais bon, bref, à une époque, j'avais envie de le traduire. Euh... Voilou, je pense avoir tout dit. Allez, quand même. Désolé Mirani, mais c'est aussi pour prouver ma bonne foi que c'est pas parce que t'es l'un de mes meilleurs amis que je suis complètement aveuglé. Pour prouver ma bonne foi un petit peu, je vais quand même trouver un petit défaut. Euh, ça touchera davantage au style. Globalement, j'aime assez bien le style toujours. Mais je trouve qu'il y a quelques maladresses. Je trouve qu'il y a quelques répétitions de mots. Il y a deux, trois fois des phrases où vraiment des mots se répétaient dans la même phrase. Alors après, c'est peut-être voulu pour créer ce sentiment nébuleux, etc. Mais je sais pas, je trouvais ça un peu maladroit. Et surtout, mais ça, je t'en ai déjà fait part en privé. Alors, au fur et à mesure des versions et au fur et à mesure que tu avances dans les tomes, c'est de moins en moins présent, j'ai l'impression. Mais encore une fois, j'ai vu quand même quelques fautes d'orthographe et quelques coquilles aussi, tout simplement. Je pense qu'il y a des fautes d'orthographe qui sont de ton ressort. Et je pense qu'il y a des coquilles qui sont juste des fautes d'inattention ou de frappe ou quoi que ce soit. Mais voilà. Je renouvelle ce que je t'ai dit en off à l'occasion. Si tu veux que je taffe un peu là-dessus, on peut discuter. Voilà, voilà. Je pense avoir fait le tour cette fois-ci. Si vous m'avez regardé en rediffusion sur YouTube, vous savez que les meilleures façons de me soutenir, c'est encore de commenter la vidéo, c'est encore de s'abonner à la chaîne, c'est encore de laisser un like, un dislike si vous n'avez pas apprécié le contenu, mais à vous de voir. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours parce que non seulement les retours pour le coup seront bénéfiques à ma personne, mais en plus les retours peuvent être bénéfiques à Mirani, à Julien Zavadka-Pigot, l'auteur, puisque c'est très 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 extrêmement rare que je lise des textes d'auteurs vivants, puisque je fais souvent des textes d'auteurs tombés dans le domaine public. Donc voilà, profitez-en. L'auteur est vivant, l'auteur est un proche, donc du coup on peut avoir accès à lui. Donc, d'ailleurs il est sur mon Discord par exemple, etc. Donc voilà, je vais encore une fois ajouter tous ces réseaux sociaux dans la description de la chaîne, de la vidéo sur YouTube, de la rediffusion sur YouTube. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire des retours à Mirani, ça lui servira fortement. Je suis vivant! Je suis toujours vivant! Bref, je crois que c'est Eldorado ce que je viens de faire, je sais même plus. Bref, on est bon. Et du coup, franchement, encore merci à tous ceux qui sont passés ce soir, vous m'avez régalé. Merci une énième fois à Mirani pour déjà de m'avoir fait confiance pour que je lise ton texte en live. Merci également pour les 5 subs que tu as offert à la commu, ça fait trop plaisir. Merci pour le follow Epix Party, Fitzshiv. Et merci pour les Prime, Fitzshiv et Papy Pomme, et également Miari. Décidément, ce soir, vous m'avez comblé, vous m'avez recouvert de votre amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. C'était un très agréable moment en votre compagnie. Et j'ai hâte de poursuivre. Vu la vitesse à laquelle j'ai lu, et vu la longueur du chapitre prochain, je pense que le prochain live sera uniquement le chapitre 2. Voilà, vous êtes prévenus. Et, allez, je vous donne l'exclu, comme ça vous pouvez quand même savoir à peu près ce qui se passe. Je pense que le prochain live, ça sera soit samedi 21h, soit lundi 21h. Voilà, comme ça, vous avez des indications. Surveillez les réseaux. Je vous rappelle, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que quand je fais pas de live depuis longtemps, j'ai l'impression de devoir tout rappeler et tout, et du coup, je me perds dans des monologues infinis. Je vous rappelle d'ailleurs que, en général, pour la majeure partie du temps,
j'essaie de mettre la rediffusion disponible sur YouTube 2 jours après le live Twitch. Voilà, voilà. Allez, cette fois-ci on est bon. Et de rien, Mira, c'est un plaisir, merci à toi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Encore un énorme merci, parce que vraiment j'ai trop kiffé le live de ce soir. Ça m'a fait plaisir de revoir de revoir des anciennes têtes, de voir des nouvelles têtes. Bref, c'était vraiment exquis délicieux, merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à la prochaine pour la suite de la lecture. Bye bye!